Focus méthode. Comment construire un arbre phylogénétique à partir d'une matrice de caractères? Dans cet exercice, on cherche à préciser les relations de parenté entre Homo sapiens et plusieurs représentants de la lignée humaine. Pour cela, il faut construire un arbre phylogénétique ou arbre de parenté à partir de la matrice de caractères proposée. Qu'est-ce qu'une matrice de caractères? Une matrice de caractères est établie à partir de l'observation d'espèces fossiles et d'espèces encore présentes au moment de l'étude. C'est un tableau qui inventorie une série de caractères présents chez un ensemble d'êtres vivants choisis. Un caractère est un attribut observable. Dans le cas de notre exercice, il s'agit de caractères morpho-anatomiques. Les caractères listés sont observés selon leur présence à l'état ancestral ou dérivé. Un caractère est dit à l'état ancestral lorsqu'il est sous sa forme la plus ancienne, c'est-à-dire primitive. Lorsque ce même caractère est soumis à une innovation évolutive, on parle de caractère à l'état dérivé. Prenons l'exemple de la forme de la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire inférieure. L'étude des fossiles les plus anciens révèle une mandibule en forme de U. C'est l'état ancestral de cet attribut. Mais au cours du temps, une nouvelle forme de mandibule est apparue chez certaines espèces qui présentent alors une mandibule en forme de parabole. La mandibule parabolique est ainsi l'état dérivé du caractère. L'émergence d'un caractère à l'état dérivé est importante d'un point de vue phylogénétique, car une fois cette innovation apparue, elle est transmise à toute la descendance. Ainsi, lorsque plusieurs espèces partagent une même innovation, cela signifie qu'elles l'ont héritée d'un même ancêtre commun et qu'elles sont plus proches entre elles que des autres espèces. L'étude des caractères à l'état dérivé nous permet donc d'établir des liens de parenté entre les espèces. Pour résoudre la question 1, il faut réorganiser la matrice de manière à mettre en évidence les espèces partageant le plus de caractères à l'état dérivé, placer les espèces et les différents caractères sur un arbre de parenté en positionnant les ancêtres communs. Commençons par réorganiser la matrice de caractères. La matrice fournie dans l'exercice répertorie les états de 5 caractères morpho-anatomiques chez 4 représentants de la lignée humaine, Homo habilis, Homo sapiens, Australopithecus boisei et Homo neanderthalensis. Les caractères à l'état dérivé sont sur fond jaune et ceux à l'état ancestral sur fond blanc. Les liens de parenté étant fondés sur le partage des caractères dérivés, il est nécessaire de réorganiser les espèces au sein de la matrice en fonction des caractères dérivés partagés par le plus grand nombre d'espèces. En effet, plus un caractère à l'état dérivé est partagé, plus il a apparu tôt. Cela nous permet donc de déduire l'ordre d'apparition des innovations évolutives. Dans notre exercice, le caractère à l'état dérivé le plus partagé est un émail épais des dents. Nous plaçons donc le caractère émail des dents au début de la matrice. Le second caractère à l'état dérivé à être le plus partagé est la mandibule de forme parabolique. Nous plaçons donc le caractère forme de la mandibule à la suite de l'émail des dents. Nous poursuivons avec les autres caractères en plaçant, dans l'ordre, la position du trou occipital, puis le prognatisme, et enfin le bourrelet susorbitaire qui est le moins partagé. Vous noterez au passage que certains caractères peuvent présenter plusieurs formes à l'état ancestral. C'est le cas par exemple du prognatisme qui, marqué ou réduit, est considéré comme ancestral et dont c'est l'absence qui constitue l'état dérivé. Nous replaçons ensuite les espèces en fonction du nombre d'innovations qu'elles présentent, par exemple de haut en bas, de celles qui en possèdent le moins à celles qui en possèdent le plus. Il suffit pour cela d'observer le nombre de cases sur fond jaune. Dans notre tableau, l'espèce qui présente le moins de cases jaunes, autrement dit d'innovation évolutive, est Australopithecus boisei. Nous la plaçons donc sur la première ligne. Vient ensuite Homo habilis avec 2 innovations, puis Homo neanderthalensis avec 4 innovations, puis Homo sapiens qui en présente 5. Notre matrice de caractères est réorganisée. Construisons maintenant l'arbre phylogénétique qui correspond à cette matrice. Les arbres phylogénétiques sont des représentations schématiques des liens de parenté entre des organismes plus ou moins éloignés en fonction des caractères dérivés qu'ils partagent.
Ils permettent de construire des scénarios évolutifs établis à partir des connaissances dont nous disposons au moment de l'étude et peuvent être mis en question au gré des nouvelles découvertes. Les arbres les plus simples sont composés d'un axe sur lequel les innovations évolutives sont placées dans leur ordre d'apparition. Sur cet axe se trouvent des branches qui illustrent les divergences dans l'évolution des espèces considérées après apparition d'innovations évolutives. Les ancêtres communs, qui sont hypothétiques, sont figurés au niveau des nœuds, intersection entre la ligne des innovations et chaque branche. Pour construire l'arbre phylogénétique de notre exercice, nous commençons par tracer l'axe sur lequel seront placées les innovations évolutives dans l'ordre de leur apparition. En premier lieu, on place donc l'émail des dents épais, caractère à l'état dérivé partagé par toutes les espèces étudiées. En observant la matrice de caractères telle que nous l'avons réorganisée, il apparaît qu'Australopithecus boisei ne partage pas d'autres innovations évolutives avec les espèces listées. Cela signifie qu'il y a une divergence entre l'évolution de cette espèce et celle des autres espèces. Nous plaçons donc Australopithecus boisei à l'extrémité d'une branche sortant de la ligne des innovations. Le nœud constitué par l'intersection entre cette branche et la ligne des innovations représente l'ancêtre commun entre Australopithecus boisei et les autres espèces. L'innovation évolutive apparue ensuite est la mandibule de forme parabolique. Nous l'indiquons donc à la suite de la première branche sur la ligne des innovations. Toujours en observant la matrice fournie, nous voyons qu'Homo habilis ne partage pas d'autres caractères à l'état dérivé avec les espèces suivantes. De la même manière que précédemment, nous plaçons donc Homo habilis à l'extrémité d'une seconde branche pour signifier qu'il y a ensuite une évolution indépendante des autres espèces étudiées. Nous procédons de même avec chaque caractère à l'état dérivé en constatant que Homo neanderthalensis et Homo sapiens partagent deux innovations supplémentaires, une position avancée du trou occipital et l'absence de prognatisme. Ici, comme Homo sapiens présente toutes les innovations et qu'il est une espèce actuelle alors que les autres sont éteintes, il se place à l'extrémité de la ligne des innovations. La lecture de cet arbre nous permet d'identifier quelle espèce est la plus proche d'Homo sapiens. En effet, des espèces sont d'autant plus proches qu'elles partagent un grand nombre de caractères dérivés. Nous voyons ainsi que c'est Homo neanderthalensis qui présente la relation de parenté la plus proche avec Homo sapiens. Notez que sur cet arbre, tous les représentants de la lignée humaine se situent sur une même ligne, alors que seuls les Homo sapiens sont encore présents. Notre arbre phylogénétique montre les hypothèses que l'on peut faire sur l'évolution de la lignée humaine en mettant en avant les relations de parenté basées sur le partage des caractères dérivés que sont un émail des dents épais, la mandibule parabolique, le déplacement du trou occipital vers un axe plus central et la disparition du prognatisme. En résumé, pour construire un arbre phylogénétique, il faut s'appuyer sur une matrice de caractères en la réorganisant s'il le faut pour mettre en évidence les espèces partageant le plus de caractères à l'état dérivé, placer les espèces et les innovations sur un arbre de parenté en respectant l'ordre d'apparition de ces innovations.